je voyais personne en fin de compte qui me ressemblait dans les courses. Quelqu'un avec, avec un peu de ventre, même un peu beaucoup, tu vois, un peu en surpoids, qui court pas spécialement bien, qui fait pas le chrono, qui passe son temps à parler avec tout le monde et puis qui... Donc je me suis dit, mais ça peut apporter quelque chose à des gens comme moi. Et je le vois puisque je reçois énormément de messages de personnes qui sont comme moi et qui me remercient parce que grâce à toi, je me suis inscrit à une course. Et voilà, j'en suis heureux, quoi. J'en suis heureux. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Vincent Grison, que vous connaissez peut-être sous le nom de Cours Vincent Cours. Vincent s'est lancé le défi de réaliser son premier ultra à l'occasion de l'Ultramarin en 2021, alors qu'il n'avait jamais couru plus de 42 km jusqu'ici. Habitué des queues de peloton et bien souvent accompagné par les serre-files lors de ses courses, Vincent a longtemps été victime du syndrome de l'imposteur, au point de changer de trottoir lorsqu'il croisait sur son chemin des coureurs plus affûtés que lui. C'est donc une étape hautement symbolique pour lui que d'avoir décidé de s'aligner sur son premier ultra-trail à l'occasion de cet Ultramarin. Un rêve fou qu'il tient à réaliser à tout prix pour lui et pour les siens. Mais je ne vous en dis pas plus. Vincent va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Pied Marin. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Nous allons évoquer aujourd'hui ta participation à l'Ultramarin sur la distance de 100 km. 100 km, c'est aussi sensiblement la distance qui sépare ton lieu de résidence de mon appartement où nous enregistrons aujourd'hui. Est-ce que tu as envisagé de rempiler pour 100 km et de venir à pied jusqu'à chez moi ? Pas aujourd'hui. Tu as fait exception ? Oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste dévoiler les conditions de naissance de cet épisode parce que je trouve qu'elles sont particulièrement touchantes. Ça a commencé en fait par un message que m'a envoyé en secret ton fils Émilien qui a 19 ans, 18 ans. Oui, 19 ans. Ouais. Il m'a envoyé un message il y a quelques temps pour me parler de ton histoire qui m'a beaucoup touché. Et j'ai aussi été très touché par ces mots qui étaient empreints de beaucoup de tendresse, qui débordaient de fierté, d'amour et d'admiration pour toi et sur ce que tu as accompli sur l'Ultramarin. Donc voilà, je tenais aussi à profiter de cette introduction pour le remercier d'avoir pris cette initiative et d'avoir rendu possible cet échange qui s'annonce très émouvant. Et puis j'invite aussi mes auditeurs, s'ils le souhaitent, à me soumettre par les différents canaux qui existent, mail, Instagram, Facebook ou autres, des suggestions d'invités, puisque voilà, je prends en compte tout ça et je le rajoute à ma liste d'épisodes possibles pour la suite de Course Épique. On va commencer l'épisode maintenant, Vincent. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Qui es-tu ? Eh bien, tout d'abord, bonjour Guillaume. Je m'appelle Vincent. J'habite du côté de Chartres. Je vais avoir 45 ans. J'ai 3 enfants. Emilien, 19 ans. Gabriel, 15 ans. Et la petite dernière, Rosalie, 13 ans. Je vis avec ma femme depuis 21 ans. Il ne faut pas que je fasse d'erreur là-dessus. 21 ans, avec Anne, et voilà. Et donc, on a ces 3 enfants. Et puis, je fais des spectacles pour enfants. Voilà, ça, c'est ma vie. Et j'ai commencé la course à pied il y a 4 ans. Un peu plus de 4 ans, voilà. Ces spectacles pour enfants, c'est toi qui les imagines, qui les crée ? Oui, c'est moi. C'est moi, voilà, je suis intermittent du spectacle. Donc je tourne tout seul, je démarche, je fais la promotion, je fais le site internet, je fais les vidéos, je fais tout, quoi. Et je travaille avec passion. J'adore ce métier. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la place que tenait le sport dans tes jeunes années, si on remonte un peu le temps ? Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très sensible au sport, ou est-ce que c'était quelque chose qui était un peu loin de toi ? Ma famille n'est pas vraiment sportif. Mon père faisait un peu de vélo. Moi, j'ai pas fait beaucoup de sport étant jeune. On va dire que j'ai commencé le sport au collège jusqu'en 3e, où je faisais du foot et puis l'AS. Enfin, quand je faisais du sport pour pouvoir manger un peu plus et surtout pas faire mes devoirs le mercredi après-midi. Donc ça, c'était vraiment... Les bonnes motivations. Ouais, c'était les bonnes motivations, mais j'ai jamais été doué vraiment en sport. Et puis j'ai arrêté fin 3e.
Puis après, voilà, j'ai recommencé il y a 4 ans de ça. Tu l'as évoqué à demi-mot, la course à pied elle est arrivée tardivement dans ta vie. Quelles ont été les motivations qui t'ont porté vers cette discipline? Est-ce que ça a été un véritable déclic, un coup de cœur? Et puis est-ce que derrière tout ça, il y avait une motivation qui était liée à toi? Est-ce que c'était une idée d'exemplarité qui était un peu sous-jacente, notamment pour ta famille? Comment est-ce que finalement la course à pied a trouvé sa place après la quarantaine dans ta vie? Ouais, c'était une obligation. Parce que mes enfants ont toujours fait du sport, j'ai toujours poussé mes enfants à faire du sport. Emilien faisait du hand, 3 entraînements par semaine plus les matchs. Gabriel, pareil. Et il y a un moment, j'ai voulu faire du sport avec eux. Puis je me suis aperçu que j'étais à la ramasse. Il avait 16 ans, quoi. Il avait 16 ans, j'arrivais pas à le suivre. Et je faisais 128 kilos. Donc d'abord, tu as été vexé, et puis après, tu t'es dit, il faut que je me prenne en main. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose aussi, parce que quand on prend du poids, quand on a du poids, parce que 3 enfants, 3 couvades, j'aime dire, tout va bien en fin de compte dans sa vie, hein, parce qu'on est heureux, les enfants sont là, on fait un métier qu'on aime, tout va bien, mais il y a un moment, il faut aussi se prendre un peu en main. Et voyant que je n'arrivais pas du tout à jouer avec eux, parce que lui, Emilien, il était pivot, il est toujours pivot. J'ai essayé de le bloquer, à chaque fois il me mettait par terre parce que j'avais pas du tout la condition physique. Donc je me suis dit, à un moment, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai juste allumé mon ordinateur, je suis allé sur YouTube et puis je suis tombé sur des vidéos de trail. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est sympa ça, c'est d'être bien, on se balade dans la campagne, on court, on marche. C'était les comptes rendus de course que tu as vus? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, les vidéos, c'était... les lapins runners, je sais pas si tu connais, Joday et compagnie. Donc tout de suite, je me suis dit, mais c'est super. Donc ça, si je fais ça, j'essaie de moins manger en essayant, parce que c'était pas non plus très, très simple pour moi. Je vais perdre du poids, donc je vais faire du sport et puis je vais... voilà, donc c'est comme ça qu'est venue la course. Quel bénéfice tu as vu? Et puis est-ce que tu as tout de suite pu mesurer en fait quels étaient les points positifs à pratiquer la course à pied? Tu as déjà eu des formes d'accomplissement très rapidement? Ah oui, tout de suite. Au bout de 2-3 semaines déjà, j'étais... on va dire que les 15 premiers jours, c'était un peu difficile parce que tu peux pas courir 1 kilomètre. Donc j'ai commencé avec des plans d'entraînement trouvés chez Decathlon, des choses comme ça, des petits plans d'entraînement. Et puis après, j'ai commencé à prendre plaisir, à sortir 2-3 fois par semaine. Et puis après... Le plaisir, il arrivait au bout de combien de temps? Un petit mois. Avant, c'était une obligation. Et puis c'était fin septembre, donc il faisait encore beau. Voilà, j'ai pas eu de pluie, rien du tout. Donc mes sorties, ça a aidé en fin de compte à sortir. Et donc j'étais bien. Et puis il a fallu un moment se donner aussi des petits défis, parce que j'aime bien les défis, des objectifs. Et donc ça, plus la perte de poids, ça a fait que c'est arrivé, le plaisir est arrivé relativement vite. Ouais. C'est une discipline que tu as pris plaisir, qu'aujourd'hui tu prends plaisir à pratiquer de façon solitaire, collective ou peut-être même en famille? Est-ce que tu as besoin de varier un peu les contextes dans lesquels tu cours aujourd'hui? Alors non, j'ai pas besoin de varier les contextes. Moi, j'ai un métier, donc comme je disais, je suis artiste, intermittent du spectacle, donc j'ai des grosses périodes de creux où c'est pas parce qu'on est intermittent qu'on travaille pas. Je travaille, je crée mes spectacles, mais c'est souvent la nuit. Moi, je travaille beaucoup le soir et j'ai donc toute la journée pour faire un peu ce que je veux. Et donc je cours un peu n'importe quand dans la journée, plutôt le soir aussi. Je suis pas trop du matin. Et donc j'ai pas besoin de courir avec d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta première expérience en compétition? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, ok, l'étape d'après pour moi c'est d'accrocher un dossard et puis de me lancer dans la compétition? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est vite venu à l'esprit, ou est-ce qu'il t'a fallu un peu de temps pour que cette envie naisse et te convaincre peut-être que tu pouvais le faire? Oui, non, j'ai mis un an. J'ai mis un an à m'inscrire à une course. Pourquoi l'envie? Pourquoi s'inscrire à une course? Parce que là, peut-être ça faisait un an que j'en avais marre de courir tout seul. Donc en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait une course pas loin de chez moi. Et je me suis dit, mais ouais, c'est l'occasion au moins de connaître d'autres circuits, d'aller voir d'autres paysages. Et puis c'est comme ça qu'est venue ma première sortie. Alors c'était une course, ça s'appelait la Louis XIV. Je sais pas si tu connais Maintenon. Oui. Maintenon, tu vois. Ouais. Et c'était une course en direction de Chartres. On faisait Maintenon-Chartres et après Chartres-Maintenon. Et c'était une course c'était non chronométré, c'était une 30aine de kilomètres. Au bout d'un an, voilà. Donc j'ai fait
Mais donc j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je me suis inscrit à cette course, et puis je me suis dit, de toute façon, si j'arrive pas à courir, c'est pas grave, je vais marcher, et puis et c'est comme ça qu'est venue, on va dire, la passion de la plus longue distance, en fin de compte. T'as pris du plaisir donc sur cette première fois? Oui. Ça a été une révélation? Enfin, tu découvrais des choses que tu soupçonnais pas et l'émulation peut-être d'une course? Oui. J'ai toujours été tout seul sur cette course parce qu'on est parti, bon, genre, on n'était pas beaucoup, on était partis, on était une vingtaine. Au bout du premier kilomètre, j'étais déjà dernier en fin de compte. Ça, c'est ma vie, ça, d'être toujours dernier sur une course. Tu lis des amitiés avec les cerfils? Ah oui, c'est un truc. Ouais, je vais les voir avant les courses. Ouais. Donc, donc cette course était juste. Pour moi, il y a tout eu. En plus, il y a eu de la pluie, il y a eu de la grosse chaleur. Et j'étais tout seul dans la campagne avec mon sac, mon kawaii. À l'époque, j'avais un kawaii. Donc, il faisait bien chaud dessous dès que. Et vraiment, j'ai pris plaisir. J'ai mis, je ne sais plus combien de temps, j'ai dû mettre 30 bornes. Je crois que j'ai dû mettre plus de 5 heures à faire ça. Parce que ça faisait aussi juste 1 an que je courais. Mais j'ai pris un plaisir d'être tout seul et puis d'essayer de gérer, en fin de compte, gérer mon effort. Tu l'as dit, il t'arrivait en tout cas régulièrement d'être plutôt dans la dernière place sur les courses. Est-ce que ça a pu être un moment, un frein pour toi ou à ton envie d'aller sur les courses? Ou est-ce que finalement la démarche, tu l'as fait pour toi et puis la place que tu occupes, elle n'a aucune importance particulière? C'est pas ça que tu regardes et que tu viens chercher? Ouais, non, la place, je m'en moque royalement. C'est plutôt parfois le regard des gens, des autres, qui va me toucher un peu plus. Mais moi, personnellement, je sois dernier ou pas, c'est pas un problème. Je me dis, si je rentre dans la barrière horaire, c'est que c'est bon, quoi. C'est que c'est bon, mais non, c'est pas évident. En fin de compte, on parle souvent des premiers, du milieu de peloton, mais ceux qui sont derrière, parce que parfois aussi j'en croise, j'en double, ça m'arrive d'en doubler. Et j'arrive pas à laisser, en fin de compte, une personne tout seul. Quand je double quelqu'un, on est dans les 2-3 derniers. J'arrive pas à le laisser tout seul, en fin de compte. Si je le double, j'essaie d'être avec lui. J'essaie de voir si ça l'intéresse ou pas de faire ensemble, faire la course ensemble. Mais voilà, j'arrive pas à le laisser tout seul. De toute façon, moi, je me bats pas pour la première place. Donc, j'ai le temps qu'il faut. Et puis, si on rentre dans les barrières horaires, c'est bon, quoi. Chez Course Épique, en tout cas, tu le sais, on aime autant parler des premiers que des derniers. C'est le même parcours, la même médaille, la même envie, chacun à son échelle fait avec ce qu'il peut et ce qu'il a dans le ventre. Mais voilà, ces histoires sont toutes aussi belles. En tout cas, c'est moi ce que je trouve important à raconter par le biais de ce podcast. On va parler aujourd'hui de ton ultramarin. Je voulais savoir quel était ton plus beau souvenir en course à pied à ce jour, en imaginant que ce ne soit pas l'ultramarin. Est-ce qu'il y a un autre grand souvenir? Là, c'est quoi ton plus bel accomplissement en course? Oui, en course, en fin de compte, c'est ce qui m'a fait... c'est pour ça que je me suis inscrit à l'ultramarin. C'est que j'ai couru une course qui s'appelle la Directissime. Je l'ai faite aussi, oui. Voilà. Et, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, exactement. Donc, c'était l'année d'avant. C'était donc 2021, c'était 2020. Septembre 2020 fin septembre 2020. Et je me suis inscrit à la Directissime, donc 33 km du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Avec la particularité d'avoir beaucoup de D-, en fait. Voilà. Et moi qui habite dans la Beauce, je ne connais pas le D+, je ne connais pas le D-. Donc je me suis inscrit comme ça, avec mon fils aussi, parce qu'Emilien, lui, avait fait une course, je crois que c'était le 13 ou le 14 km. Et puis avec un ami, Max, on parlera de lui tout à l'heure. Mais donc j'ai fait la Directissime et tu vois, hein, tu pars du Puy-de-Dôme, tu fais le tour du Puy-de-Dôme et une fois que tu arrives au début de la descente, là, faut t'imaginer que j'étais déjà dernier. Ils étaient tous partis comme des balles. C'était la reprise des courses en plus officielle. Donc ils étaient tous en forme et moi j'étais l'intrus sur la ligne de départ, quoi. Donc on a fait le premier tour, j'arrive, il devait peut-être en rester 1 ou 2 derrière, mais c'est tout, plus le serre-fil. Et donc j'attaque la descente, et déjà au bout du premier, deuxième virage, je ne vois plus personne. Et je me dis, oh là, ça va être long, quoi. Ça va être long, 30 bornes comme ça, 31 km tout seul, ça va être difficile. C'est plus la solitude en fait que le fait d'être dernier qui à ce moment-là est difficile à gérer. C'est ça. Et peut-être aussi, même si je dis que j'en ai rien à faire du classement, peut-être aussi de se dire que tu es déjà largué au bout d'1 ou 2 kilomètres. Tu es déjà largué et il va falloir continuer, tout seul. Donc je descends ce Puy-de-Dôme, on arrive en bas et dès que j'arrive sur le plat en bas,
j'ai les jambes complètement qui flageolaient dans tous les sens, quoi. J'avais les jambes, j'avais l'impression que j'aurais jamais pu aller plus loin. Et donc j'ai marché, et puis à ce moment-là, le Serfil est arrivé. Et le Serfil, il m'a dit, t'inquiète pas Vincent, parce que tout de suite, salut, moi c'est Vincent. Et il me dit, t'inquiète pas, on va aller au bout. Et donc on est allé au bout, on a dû faire 28 km ensemble. Et on a redoublé du monde aussi à force, parce qu'on en a trouvé qui étaient allongés dans le fossé, tout. Il y en avait qui abandonnaient. Et en fin de compte, il y a eu pas mal d'abandons. Mais moi, je suis allé au bout. C'était ma plus grande fierté, en fin de compte, d'aller au bout. Et j'ai aimé avoir mal, parce que je suis ressorti, j'ai eu un TFL. Je suis ressorti, j'avais un début d'insolation à la fin. J'ai pleuré quand je suis arrivé, parce que j'avais mal partout. Mais je suis allé au bout. Et c'est ça que j'ai aimé. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de ton appréciation de tes capacités mentales? Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui est un combattant en toutes circonstances? Est-ce que tu as un mental qui est friable? Est-ce que ça dépend des courses? Comment est-ce que tu t'auto-évalues sur ce registre-là? Ouais, je pense avoir un gros mental. C'est ce que j'ai de mieux chez moi. Par rapport à la course, en fin de compte, ou à la vitesse. Hein, j'ai le mental, mais il peut y avoir un problème qui va me faire arrêter d'un seul coup. Ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé à la Saint-Élion, où j'ai eu un mal de ventre, mais quelque chose... en fin de compte, je ne voyais pas de solution. Comment faire pour ne plus penser à ce mal-là, en fin de compte. Et dès que j'ai... Voilà. Donc c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi, même après à le reconnaître. Et puis, mais j'y travaille. Mais sinon, si j'ai pas mal au ventre, si j'ai mal partout, ça c'est pas très grave. J'arrive. Cette déception que tu évoques là, c'est quelque chose que tu peux te traîner pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois. Ça te pèse? C'est pas quelque chose que tu évacues facilement? Non. Et puis tu vas à la Saint-Élion, tu vas à Lyon. J'ai abandonné au premier ravitaillement, au 17e kilomètre, quelque chose comme ça. Ça a été très difficile. Après, faut relativiser aussi. Hein, c'est que de la course à pied. Donc, mais le fait qu'on y allait j'y suis allé avec ma femme. On a fait de la route, on y allait, on a pris un hôtel, on a tout ça. Puis on fait un Saint-Élion et puis tu t'aperçois qu'au premier ravitaillement, tu arrêtes, tout simplement pour un mal de ventre. Mais c'était horrible. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus rien faire. Et comme je ne voyais pas de solution à ça, que faire en fin de compte? J'ai préféré abandonner. Puis bon, maintenant, je pense avoir trouvé les causes, donc j'y retournerai, quoi. Quelle place tient aujourd'hui la course à pied dans ton quotidien? Est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type pour toi? Ouais. À quelle fréquence tu t'entraînes? On a compris que c'était pas le soir ni la nuit, mais plutôt dans la journée. Plutôt dans la journée. Oui, c'est 3-4 sorties par semaine. Ça peut être, en ce moment, c'est beaucoup de marche. De la rando-marche, c'est aussi de la course, c'est aussi un tout petit peu de fractionné. Moi, je ne suis pas dans un club, je cours tout seul. C'est un peu à l'envie. Quand j'ai préparé l'ultramarin, c'était un peu plus sérieux. J'ai fait 2 marathons en une semaine. Voilà, ça c'est des choses, mais voilà, c'est tout. Sinon, c'est 3-4 fois plus du vélo. Et c'est des sorties qui se ressemblent? C'est une sortie à allure modérée? Non, alors moi je cours beaucoup en endurance fondamentale. De toute façon, j'ai compris que, en ce qui me concerne, la vitesse, fallait abandonner. Le record sur le 10 km, fallait abandonner. Et ce qui marchait chez moi, c'était le long. Donc après le long, je parle du long, ça peut être... voilà. Dès que je commence à faire des courses aux alentours de 30 km, 30-40 km, je m'aperçois que je ne suis pas dernier. Même si je m'en moque de la place, en fin de compte, je suis content aussi de me dire, je me suis amélioré, quoi. Je me suis amélioré et je pense que sur le long, c'est ce qui me convient le plus. Tu es également à l'initiative de la chaîne YouTube Cours Vincent Cours, que tu as lancée il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Comment est-ce qu'elle est née, cette initiative, et qu'est-ce que tu tiens à y partager? C'est quoi ta motivation première derrière l'existence de cette chaîne? C'est tout simple. Donc j'ai commencé il y a 2 ans cette chaîne, et c'était juste pour partager mes courses, mes moments où souvent sur les chaînes YouTube, c'est des youtubeurs qui courent bien. Souvent ils ont quand même... T'as reçu Elisa, elle court super bien. Ses vidéos sont à son image, en fin de compte. Il y en a d'autres, il y a Julien Rabier, il y a tout ça, ils font des vidéos incroyables sur les courses. Zinzin Reporter aussi, que Zinzin Reporter aussi. Zinzin, c'est aussi... et tu vois, il court relativement bien. Et
je voyais personne en fin de compte qui me ressemblait dans les courses. Quelqu'un avec, avec un peu de ventre, même un peu beaucoup, tu vois, un peu en surpoids, qui court pas spécialement bien, qui fait pas de chrono, qui passe son temps à parler avec tout le monde et puis donc je me suis dit mais ça peut apporter quelque chose à des gens comme moi. Et je le vois puisque je reçois énormément de messages, mais c'est quelque chose je pensais pas au départ en créant cette chaîne que j'allais recevoir autant de messages de personnes qui sont comme moi et qui me remercient parce que grâce à toi je me suis inscrit à une course et voilà j'en suis heureux quoi, j'en suis heureux. Merci beaucoup, Vincent. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise qui a été un peu revisitée ces dernières semaines. La première question de cette basket chinoise pour toi, c'est de savoir quelle est l'erreur, ou une des erreurs qui t'a fait avancer dans la vie. Ouais, alors est-ce que c'est une erreur? Je ne pense pas. C'est ce qui a permis maintenant. C'est pour ça que j'en suis là maintenant, en fin de compte. C'est au départ, en troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas vraiment doué à l'école. Je me suis lancé dans un CAP d'ébéniste, dans une voie professionnelle. Donc j'ai passé un CAP d'ébéniste, j'ai passé un brevet des métiers d'art et j'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises en tant qu'ébéniste. Et à côté de ça, je faisais de la musique. J'étais déjà pas un artiste, mais je faisais déjà des spectacles, des choses comme ça. Et ça m'a bien fait comprendre que ce métier d'ébéniste n'était pas ce métier. C'était pas ce métier que je voulais faire. Et qu'il fallait vraiment que je me lance dans mon métier de spectacle. C'était ça que je voulais. Donc à 30 ans, j'ai tout arrêté. On venait d'acheter une maison en plus. Donc ma femme, quand je lui ai dit voilà, j'allais être intermittent du spectacle, ça a été un peu difficile. Mais bon. Est-ce que tu es sûr? Elle t'a demandé? Comment? Ouais. Non, ma femme. Elle t'a fait confiance. Elle me faisait confiance parce qu'elle savait bien que c'était ça qui me faisait plaisir. C'est plutôt les parents et les beaux-parents, quoi. Quand tu achètes une maison et puis tu dis que tu arrêtes ton job pour te lancer dans les métiers de saltimbanque, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais bon, voilà. Donc, je me suis lancé après dans le spectacle et c'est ce qui m'épanouit le plus. Et en fin de compte, et j'aime le dire, l'intermittent du spectacle, le spectacle, c'est un ultra, quoi. C'est tout le temps la remise en question, c'est tout le temps aller chercher des objectifs pour pouvoir aller plus loin, parce que intermittent, c'est tous les ans, on se refait en fin de compte un contrat de travail. Tous les ans, c'est remis en danger, on peut perdre son statut, on peut perdre tout ce qu'on a déjà gagné, et c'est comme sur un ultra, en fin de compte. Tout le temps, il faut tout le temps s'entraîner, se remettre en question. C'est une autre forme de barrière horaire, finalement. Oui, c'est ça. Tous les ans. Barrière annuelle. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, c'est le meilleur choix que j'ai pu avoir. Parce que je sais ce que je faisais avant et je sais ce que j'ai maintenant. Et tu as bien fait, tu t'y accomplis en tout cas. Oui. Sans regret. Oui. Il faut se faire confiance. Oui. Deuxième question de cette basket chinoise, quel est le talent, le don que tu aimerais le plus avoir? Alors ça, c'est de parler plusieurs langues. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la course à pied, en fin de compte. Pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Moi, ma femme, elle parle je ne sais pas combien de langues. Elle parle anglais, allemand, italien, français. Voilà, quoi. C'est un truc de fou. Toi, tu parles aucune Moi, langue? rien du tout, moi. J'ai déjà du mal avec le français. Donc, non, non, mais je le dis parce que mais ouais, ça, c'est cette barrière, en fin de compte, de la langue Ouais, j'aurais dû travailler peut-être un peu plus à l'école. Il n'est jamais trop tard. Oui, je sais, jamais trop tard, mais je suis peut-être un peu maintenant. Maintenant, j'ai ma femme qui me traduit tout, en fin de compte. Donc, on va quelque part, tout de suite, elle prend le relais. Donc, mais je pense, ouais, ça, c'est un regret. Dernière question de cette basket chinoise. Quel est l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? C'est ma famille. C'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est la relation que j'ai avec mes enfants. Bon, avec ma femme, ça fait quand même 21 ans qu'on est ensemble, donc maintenant, pour l'instant, ça roule toujours. Mais c'est avec mes enfants. Ça, c'est Emilien, Gabriel, Rosalie. On est super complices. Alors attention, je ne suis pas un papa copain. Je suis vraiment un papa père. Quand il faut respecter, je suis là. Quand il faut prendre ce rôle de père, je le prends. Mais c'est vrai qu'on fait énormément de choses ensemble. Et c'est ce que ça, j'en suis fier. Toi, je vois mon fils Gabriel qui a 15 ans. Si je vais le chercher au collège, toi, il est grand, il mesure quasiment 1m80. Il fait du hand, il est super sportif. Je vais le chercher au collège, devant ses potes, devant tout le monde. S'il ne m'a pas vu de la journée, il m'embrasse, quoi.
Ça, c'est un Toi gros signe quand même. Toi Parce que normalement, il devrait te dire, papa, tu me laisses tranquille. Ouais, non, il m'embrasse. Je Si c'est le rentre tout matin, seul. il m'embrasse. Tu vois, mon grand de 19 ans, c'est pareil. Avec mon grand, on fait un défi par an à peu près. Le dernier qu'on a fait, c'est le GR75, le Tour de Paris, avec les 50 km. Toi, à 19 ans, il a couru 50 km. Il s'est dit, ouais, je viens avec toi, papa, on le fait ensemble. Et on a passé 9 heures, un peu plus de 9 heures ensemble au Tour de Paris. Mais c'était une super expérience. C'était entre père et fils, c'est génial. Et c'est pareil pour Gabriel. Voilà, on fait du vélo, on fait plein de choses. Et on fait plein de choses ensemble, ouais. Et ta petite dernière aussi. Ouais, la petite dernière, alors moins sport, mais plus art plastique, musique. Elle chante tout, donc comme je suis aussi musicien, voilà, on fait vraiment plein de choses ensemble et ça, c'est super agréable. Ça, c'est une fierté. Merci Vincent. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'ultramarin. Avant ça, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course. Donc, on associe spontanément ultra trail et montagne. Mais une fois n'est pas coutume pour cette nouvelle course épique direction le bord de la mer sur le littoral breton du côté du Crouesty. Depuis 2005, l'Ultramarin organise au mois de juin des courses empruntant les chemins de randonnée tracés tout autour du golfe du Morbihan. Les concurrents s'élancent ainsi chaque année sur des chemins côtiers d'une baie labellisée comme l'une des plus belles au monde. L'organisation dépeint un décor de carte postale au cœur du golfe du Morbihan et de la Bretagne, un parcours riche et diversifié dans un cadre naturel splendide, avec des passages sur des chemins côtiers, des ponts de pierre, des vieux ports et même des menhirs sur le bord de la route. Que l'on préfère les épreuves longues ou rapides, le trail ou la marche nordique, les circuits sont adaptés à tous les goûts, avec 9 courses différentes, du format enfant à la swim and run, en passant par des épreuves en relais, le raid de 100 km qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, ou encore le grand raid dont tu as parlé tout à l'heure, une boucle de 175 km qui est aussi l'épreuve reine de ce week-end à la saveur iodée. Chaque année, c'est près de 8500 coureurs qui sont inscrits sur l'ensemble des courses de cet ultramarin. Et l'arrivée de ces courses, elle est donnée sur l'esplanade du port de Vannes. Elle vient sonner pour les finishers la fin d'un périple au paysage éblouissant et source aussi de grosses ampoules pour un certain nombre de concurrents. Suivez mon regard. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur l'ultramarin. Avant qu'on rentre dans le détail de ta folle expérience, on va se parler maintenant de la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Je te propose d'évoquer dans cette question qui pique non pas un ultramarin, mais tout simplement un marin bien célèbre, le capitaine Haddock. Figure-toi que le capitaine Haddock fêtait ses 80 ans l'année dernière, qui était l'année donc de ta participation à l'ultramarin. C'est un personnage qu'on ne présente plus, mais qui est l'un des plus aimés des aventures de Tintin, avec son tempérament emporté, ses coups de gueule, ses faiblesses, son côté tantôt maladroit, tantôt courageux. Tout ça fait que c'est une personnalité, un personnage en tout cas auquel on s'attache beaucoup tout au long de cette série. Pour cette question qui pique, j'ai sélectionné 7 expressions hautes en couleurs qui sont un peu la spécialité du capitaine. Je ne sais pas si tu as lu Tintin plus jeune, mais en tout cas, voilà, il a le sens du verbe en tout cas. À toi de me dire pour chacune d'elles si elles font partie de son langage ou pas. Donc, est-ce que oui ou non, ça fait partie de son vocabulaire courant? Moule à gaufre. Oui. Bravo. Ectoplasme à roulette. Non. Si. Ah. Écrevisse de rempart. Non. Non, bonne réponse. Trailer à la sauce tartare. Non. Bonne réponse. Flibustier. Oui. Bonne réponse, pas mal, l'enchaînement. 4 sur 5. Chapeau à plumes. Non. 5 sur 6, bravo. Et enfin, bachibouzouk. Bah oui. 6 sur 7, franchement pas mal. Ouais. Ça a démarré, c'est comme sur un ultra, ça démarre en douceur, et puis une fois que tu es lancé, tu rattrapes tout le monde. Je vais au bout. Ouais. Bravo, et tu conclus donc ce quiz avec 6 bonnes réponses sur 7. Tu es incollable en marin, on peut le dire. J'espère que tu n'as pas trouvé ces questions trop barbantes, j'espère même que tu les as trouvées ultra marrantes. Oui. Allez, si on a fini cette question qui pique, je te propose d'embarquer pour ta course épique en espérant que tu arriveras à bon port avec cet ultramarin. On l'a un peu deviné de façon sous-jacente sur ce que tu nous as raconté tout à l'heure, mais tu as quand même connu un certain nombre de courses qui étaient sur des formats plus courts, on va dire, entre 10, 20 et parfois 30 km. Qu'est-ce qui t'a à un moment poussé à considérer puis à franchir le pas vers la distance ultra? Est-ce que c'était quelque chose que tu t'étais interdit pendant très longtemps, tu l'envisageais même pas? Et puis qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ok, là c'est le moment, je suis prêt, et puis il se trouve que ce sera l'ultramarin qui était, tu nous l'as dit, une course qui t'inspirait tout particulièrement? Ouais. Non, j'ai compris tout de suite que j'allais être plus performant sur le long que sur le court. Comme je disais, voilà, des courses, des 5, des 10, des 15, des 20 km, j'en ai fait beaucoup. Et je finissais toujours dernier. Donc, puis je prenais pas de plaisir parce que partir, ils partaient tous à fond. Moi, j'étais déjà tout seul. Je commençais à être bien et puis c'était l'arrivée carré. Voilà, on arrivait déjà à l'arrivée et donc il fallait voilà. Donc
je suis un diesel. Bon, on dit plus diesel en ce moment parce que c'est plus trop. Donc non, je mets beaucoup de temps à me chauffer en fin de compte à partir. Donc voilà, je prenais pas vraiment le plaisir sur des petites courses. Et comme j'avais fait ma plus longue distance, c'était 42 km. Et je me suis dit, 42 km, je pouvais faire les 100, quoi. Voilà, c'était juste le double. Et un peu plus du double. Et, Juste le double. Quand on passe de 10 à 20, ça va. Ouais, mais oui, quand mais on passe de j'avais 50 à fait 100, c'est quand même un autre double. Ouais, j'avais fait le 42 km. J'avais fait un 42 km en off le 2 janvier. Après une raclette, on avait fait une raclette champagne. C'était peut-être pas la bonne idée, en fin de compte, de faire ce défi le 2 Je ne janvier. crois pas avoir lu effectivement dans beaucoup de Non. livres que c'était la meilleure formule. C'était pas la avant une meilleure. course. Non. Après, j'ai eu mal au ventre pendant plus d'une semaine. Parce que voilà, ma digestion, il y a eu un gros souci. Bref, j'ai fait ce 42 km et ben, je me suis dit, maintenant, il faut que je m'inscrive à une grosse course, quelque chose qui me motive, qui me fait plaisir. Et puis, je me suis inscrit au 100. Voilà, parce que 42, la moitié, on rajoute 42, ça fait 84. Après, on arrive à 100, quoi. Si tu arrives à 84, tu peux faire 100. T'es le roi des arrondis au-dessus, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, quand je faisais des 10, j'ai fait un 20 après, quoi. Donc, c'est juste le double. Mais moi, après, je me suis dit, tu pars moins vite, et puis voilà. Tu vas gérer. Ouais, c'est ça, je vais gérer. Combien de temps avant la course tu as commencé ta préparation? Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes? Tu parlais donc des marathons que tu as pu faire avant. Ouais. C'est combien de temps de travail, cette préparation pour toi? Et puis, comment tu gères, toi, ces phases préparatoires? Est-ce que tu es relativement studieux par nature ou est-ce que c'est beaucoup de sacrifices qui te pèsent? Non, pas du tout studieux. Non, je fais tout à l'envie. Voilà, quand j'ai la motivation, j'y vais. C'est le gros problème, hein, c'est mon gros problème. Hein. Je suis pas de plan. Je commence des plans, ça j'en commence. C'était comme des régimes, des choses comme ça. Je commence, mais je vais jamais au bout. Mais je me suis vraiment dit, 3 mois avant, voilà, on va essayer de faire quelque chose de sérieux. Donc j'ai pris le plan d'entraînement de l'ultramarin. Voilà, donc puis moi mon objectif c'était de finir, donc j'ai tout fait. Puis même déjà en regardant le plan d'entraînement, je voyais les allures. Déjà ça allait déjà plus vite que mes allures à moi. Les allures en endurance fondamentale, déjà moi c'était voilà, donc je mettais déjà, je sais pas, 1 ou 2 minutes de plus au kilomètre. J'ai dit oh là là, non, je vais pas suivre ça. Donc j'ai regardé à peu près le plan d'entraînement quand il disait des sorties longues, des fractionnés, des choses comme ça. Puis je l'ai adapté à moi. Et donc ouais, 3-4 entraînements par semaine, beaucoup de vélo. Et dont une sortie où je suis allé avec Maxime, mon pote, on a fait Chartres, le Mont-Saint-Michel, en passant par la Vélocénie. Tu vois, Ça en me dit 2 rien. jours, la Vélocénie, c'est Paris, le Mont-Saint-Michel. Ok. Tu vois, c'est une voie verte. Et donc, on a fait ça en 2 jours, parce que c'était pendant le confinement, donc le but, c'était de le faire en une journée. Mais on ne pouvait pas le faire, puisque confinement, il y avait des horaires, il fallait qu'on soit... Les couvre-feux. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est des grandes distances à vélo, et puis c'est beaucoup de sorties le matin. J'ai couru la nuit, des choses comme ça, ouais. 3 mois avant. Quel type de caractère tu es face à ce genre de défi qui se profile une fois qu'il y a l'enthousiasme de ok, ça y est, je suis inscrit, j'ai cliqué, il y a le ok, maintenant il faut que j'y aille, pas le choix, je peux plus reculer. Ouais, non. Ça c'est dans l'immédiat, mais après au long cours, sur la durée, est-ce que tu sais très bien tous les matins pourquoi tu fais ça, ou est-ce qu'il peut t'arriver de te poser les questions et d'être un peu empreint de doute par rapport à ce qui se profile devant toi et à l'ampleur de la marche à franchir? Ouais. C'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit, à 30 ans, j'ai changé de métier, j'ai changé de vie. Non, j'ai changé de métier et tu le fais, tu es heureux et après tout de suite tu es envahi de doute. Parce que il faut ramener un salaire quand même, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une maison, on a tout ça. Ah, donc là, pour l'entraînement, en fin de compte, pour la course, c'était exactement pareil. Je m'inscris, je suis super heureux. Puis, et 2 jours après, ça y est, je suis envahi de doute. Hein. C'est même pas 2 jours après, mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui doute énormément. C'est, je pense, aussi mon métier qui veut ça. Je suis toujours en train de me poser des questions, en train de réfléchir à ça. J'arrive pas à lâcher. En fin de compte, j'arrive pas à ne penser à autre chose. Donc, ouais, envahi de doute. Après, j'ai des moments où ça va mieux. Et puis, je redoute. Ça va mieux. Je redoute. S'il y a une séance qui se passe pas comme prévu, tout de suite, j'ai un doute.
Comment je vais faire. Mais ça passe, en fait, quand ça passe relativement vite parce que j'ai la motivation qui est là quand même pour aller au bout. Comment est-ce que tu vis les mois qui précèdent ce grand rendez-vous? Est-ce que c'est quasi obsessionnel? Est-ce que tu Ouais, es ouais. ultramarin matin, midi et soir et nuit pendant des semaines et des semaines en amont? Oui, c'est obsessionnel, oui. Oui, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Toutes les courses que je vais faire en préparation, je les fais en mode ultramarin, c'est-à-dire mes allures, en fin de compte, avec mes allures de course. J'écoute beaucoup la musique Road Game de Kavinsky, parce que c'est la musique de départ de l'ultramarin. Comme ça, je me le mets dans la tête, et je me dis, on va y aller, on Tu va y aller. visualises? Ouais, c'est ça. C'est les vidéos sur YouTube, c'est tout ça. Non, je pense qu'à ça, quoi. Dans quel état d'esprit et dans quelles conditions physiques tu te sens à l'issue de la prépa? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour être au rendez-vous le jour J, en tout cas de se donner les Mm. conditions du succès sans se dire qu'il sera forcément au rendez-vous, mais en tout cas, est-ce que tu es serein par rapport au travail accompli? Serein, pas spécialement. Je me dis, je vais y aller au talent. Non, parce que je devais perdre du poids, mais bon, j'en ai pas perdu. Donc j'arrive en poids de forme à 105 kilos. Voilà, début de l'ultramarin, en fin de compte, j'arrive à 105 kilos. Je me dis, bon, j'ai fait tous mes entraînements, j'ai tout fait, je vais y aller tranquille et puis on verra ce que ça donne. Voilà, de toute façon, c'est pas 2-3 semaines avant que ça allait changer. Maintenant, c'est comme ça. L'important, c'est que je me blesse Les pas. dés Et sont puis, jetés. voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'étais inscrit seul et, Oui. à cet ultramarin et comment est-ce que c'était prévu sur la partie assistance? Est-ce que tu pouvais compter sur ta famille? Alors, C'était prévu en tout cas? oui, c'était prévu. Je me suis inscrit seul. C'était prévu. J'avais loué un petit Airbnb juste à côté du port, à 100 mètres du départ, de l'arrivée plutôt. Et donc, moi, j'arrivais le jeudi et ma femme et mes enfants devaient arriver le vendredi soir aux alentours du premier ravitaillement. La course partant le vendredi. Voilà, c'est ça. Les ambitions et l'objectif sur la course, j'imagine qu'il est assez simple, c'est finir Finir du mieux possible. avant la barrière horaire. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je me bats toujours avec, avec les barrières horaires, donc avec les serre-fils, avec tout ça. Et ouais, le but c'était de finir. Donc voilà, je m'étais fait un plan d'entraînement. Pas un plan d'entraînement, Des temps de passage. un plan de. Même pas de temps de passage, un plan de course où je m'étais dit je cours 10 minutes, je marche 5 minutes à 6 à l'heure. Du début à la fin. Du début à la fin. Et je l'ai fait jusqu'au quasiment 90e kilomètre. Mon plan, ça a été ça tout le temps. Ouais, puis ça a bien marché, quoi. Ça a bien fonctionné pour moi, en tout cas. La préparation devait être bonne. Tu es arrivé sur place à Vannes le 1er juillet, qui est le jour de ton anniversaire. Oui. J'imagine que ça compte. Ça Mais pouvait oui. que bien se passer, ça. Bah oui, ça pouvait, ouais. T'arrives, Vannes, en plus, il faisait beau. Tout de suite, je vais voir le port, parce que j'étais jamais... Bon, j'ai travaillé autour de Vannes, mais en fin de compte, je suis jamais vraiment allé au niveau du port. Et donc, tu vas voir pour aller chercher ton dossard, et puis tu vois ce U. Je sais pas si tu vois ce port. En fin de compte, il y a une sorte de U au niveau du port. Donc, tu arrives d'un côté, tu fais ce U, tu repars de l'autre côté, et puis tu arrives sur la ligne d'arrivée, en fin de compte. Et ça, c'était... j'avais vu ça dans les vidéos. Et donc, tu vois ça dans les vidéos, puis là, tu es en vrai. C'est comme toi, j'écoute ton podcast, je te vois en vrai, quoi. Toi, c'est quelque chose pour moi qui est incroyable. Et donc là, c'est pareil, en fin de compte, je vois cette arrivée avec cette ligne de départ, et mon objectif tout de suite, c'était t'arrives, quoi. Faut arriver, faut être là. Je suis arrivé le jeudi, donc faut être là samedi matin, quoi. Pas le choix. Pas le choix. Non, pas le choix. Comment s'est passée la nuit qui précède la course? Est-ce que tu as un sommeil qui est apaisé? Est-ce que tu tergiverses? Il y a des choses que tu appréhendes plus particulièrement sur la course? Non, alors après, moi, je suis pas quelqu'un qui... Alors voilà, comme je te disais, je doute tout le temps, mais avant un spectacle, avant une rencontre, avant quelque chose, je suis pas... T'es dans l'arène. Ouais, je suis pas du genre à stresser, donc j'ai très bien dormi. Bon, je regarde quand même une dizaine de fois si mon sac, si j'ai bien tout dans mon sac, ça c'est quelque chose, je suis un peu... c'est pas un toc, mais presque. Toi, Tu t'es mis des petites dosettes de raclette et de champagne ou pas Ouais. dedans? Non. Petite recette Non, gagnante. non, je me suis dit, on va éviter tout ça. Bon, je pensais sur les ravitaux, il y allait en avoir, donc je me dis, on va éviter d'alourdir le sac, mais non, je dors bien, je suis bien, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte.
Tu fais un choix de sas qui est assez révélateur, je trouve. Finalement, voilà, il y avait un certain nombre de sas et tu décides de ne pas te mettre dans le dernier, ce que tu fais habituellement. Oui. Est-ce que l'idée, c'est déjà de se dire que cette course, elle sera pas pareille que les autres? Oui. Je me dis, la course est longue. Je vois, quand je vais chercher mon dossard, je vois quand même, ils sont quand même bien taillés, les gars, quoi, les gars et les filles, hein, qui participent. Voilà, c'est quand même des bonnes bêtes. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu l'imposteur sur une ligne de départ. C'est bon, voilà, j'ai pas non plus. Et donc, je me dis, avant l'inscription, je me dis, tiens, il faut quand même que j'essaie de voir pour pas être dernier tout de suite. Parce que 100 bornes, c'est long. Je me vois pas faire 100 km quasiment tout seul. Pour moi, je m'imaginais qu'il allait y avoir un serre-fil, tout à la fin. Et je vous dis, je vais quand même pas faire ça en dernier, quoi. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, tu te mets sur le SAS 4, comme ça, il y a encore un SAS. Déjà, si je me mets dans le SAS 3, les gens vont me voir, ils vont dire, lui, il gruge. C'est pas possible avec. Toi, c'est pas possible. Toi, pour moi, je me voyais pas du tout dans le SAS 3. Physiquement, tout ça, c'était pas possible, hein. J'avais pas la condition, j'avais pas l'allure de quelqu'un qui allait être dans le SAS 3. Donc, dans le SAS 4, j'avais pas non plus super l'allure. Bon, dans le SAS 5, il y en avait qui me ressemblaient. Donc, mais j'étais content d'être dans le 4, comme ça, je me suis dit, ils vont tous me doubler. Et puis, ça va être assez long, en fin de compte, et j'aurai tout le temps du monde avec moi. Donc ça veut quand même dire que dans ces moments-là, tu penses beaucoup au regard des autres, enfin la Oui. façon dont tu peux être perçu et reçu. Oui. Et de savoir si eux te considèrent à ta place. Oui. Une course, je me considère pas à ma place, non. Je me considère pas. Maintenant, oui, mais non, jusqu'à l'ultramarin, je me considérais pas à la place, non. Non, j'ai fait des courses, je sais pas si on peut en parler là, mais j'ai fait des courses où tu arrives pour prendre le bus, des coureurs qui t'emmènent sur la ligne de départ, tu arrives avec ton sac, tu sais que tu peux te changer sur la ligne de départ, et ils te prennent ton sac après où il y a tes affaires, tu arrives, et puis tu as le gars qui te dit non, c'est le bus pour les coureurs, il n'y a pas de bus pour la famille, les accompagnateurs. Donc moi j'étais là, je dis non, je prends la course, moi. Tu vois, donc j'ai toujours eu des petites réflexions comme ça, qui fait que oui, il y a un moment, tu te poses toujours des questions, quoi. Tu es heureusement porté par la musique et par l'ambiance dès le départ. Il y a une espèce de ferveur, l'excitation est à son comble. Il y a des conditions de départ qui sont hyper agréables et qui te portent. Ah ouais, c'était juste incroyable. Voilà, 4e sas, à chaque fois ils remettent la musique. Kavinsky, que tu connais par cœur. Les applaudissements, tout, le speaker, l'ambiance, et puis on part, tout le monde court. J'arrivais à les suivre au départ, c'était super. Donc je suis dans le groupe avec tout le monde, on tape dans les mains. C'était la fin, pas la fin du Covid parce que c'est revenu après, mais bon voilà, on pouvait checker avec les enfants, tout ça, et c'était juste incroyable. Où les larmes arrivent. Parce qu'on y pense tellement souvent à cette course qu'on entend cette musique et on se dit ça y est, c'est parti, enfin. Donc les larmes. Comment s'annoncent les conditions météo ce jour-là, puisque l'ultramarin est peut-être étonnamment, en tout cas le cadre parfois de conditions assez caniculaires, ça avait été le cas notamment en 2019. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus tranquille? Oui, c'est plus tranquille. Oui. Plus tranquille, il fait beau, c'est nuageux. Il n'y a pas le grand soleil, c'est nuageux et les conditions étaient bonnes pour faire une bonne course. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cet ultramarin? Comment tu l'imagines là quand tu es sur la ligne de départ? Tu fantasmes des choses? Tu as cette seule obsession de la ligne d'arrivée? Ouais, obsession ligne d'arrivée, mais je me dis dès le départ, ne pense pas à la ligne d'arrivée. Pense vite à course, profite de l'instant présent et va jusqu'au premier ravito. Voilà, objectif premier ravito. J'ai marché comme ça, ravito par ravito, parce que c'est tellement énorme. Je trouve ça tellement énorme que je me dis... Il faut décomposer. Ouais. Comme toi, au 3e kilomètre, il y a un moment, parce que je suis avec ma GoPro, donc je filme et je dis, allez, 3 km, encore 97. Et je me suis dit, non, tout de suite, il faut que j'arrête de penser à ça, en fin de compte. C'est bien beau de le dire à la caméra, c'est bien beau, mais il faut arrêter, quoi. C'est prochain ravito, parce que sinon, je me dis, mais j'ai eu des moments où je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancé, quoi. Parce que les kilomètres n'avancent pas, et puis il en reste encore beaucoup. Le début de course se passe bien, les 2 premiers kilomètres où tu appliques donc ton plan de course. Tu nous as parlé tout à l'heure 10 minutes de course et 5 minutes de marche. Tu arrives donc au ravito du kilomètre 18. Et là, tu as déjà une
toute première alerte physique qui n'est pas majeure, mais qui est quelque chose qu'on va retrouver finalement un peu au fil des kilomètres et de cette course. Mais oui, des ampoules. J'ai fait tous mes entraînements, j'ai pas eu d'ampoule. J'ai jamais eu d'ampoule. Et j'utilise des chaussettes, c'est toujours les mêmes chaussettes. Il fait pas humide. J'ai pas mis le pied dans la mer ou dans une rivière. Et j'ai déjà des ampoules. Incompréhensible. Je ne sais pas comment j'ai pu avoir des ampoules parce que j'en ai jamais. Et toi, tu n'es pas du genre à laisser traîner un problème. Dans ces cas-là, toi, tu le prends à bras le corps et donc tu as décidé de régler ça vite fait, bien fait. Ouais, qu'une aiguille et un fil. Ouais. C'était déjà prêt dans ma salle. Ton petit kit d'intervention. Dans mon kit, j'ai éclaté ça et puis c'est reparti, quoi. Place ensuite un changement de décor et un passage aussi joli que délicat aux environs du kilomètre 20 qui est à l'approche de l'océan. C'est un passage qui va s'avérer assez éprouvant pour toi. Tu n'es pas habitué finalement à ce type d'effort, notamment dans le sable et des chemins un peu sablonneux? Bah non, parce que ces chemins-là, les chemins de bord de mer, en fin de compte, on est en tongue souvent, parce que c'est au moment où on va à la plage. Mais courir sur des sentiers, des petits chemins comme ça, c'était juste... t'as pas d'appui, t'as rien du tout. T'essaies de courir un peu dans l'herbe sur le côté, mais tout de suite t'es rattrapé par le sable. Non, c'était un passage, pour moi c'était le passage le plus difficile. Parce que je suis lourd, donc je rebondis pas. Je pense que les premiers, eux, ils rebondissent. Moi, j'ai aucune technique de course, donc j'arrive sur le talon et je m'enfonce dans le sable, donc il faut repartir à chaque fois. Donc, non, très difficile. Puis ça a duré, je sais plus, 3-4 km, quelque chose comme ça, ouais. Où ça monte, ça descend, c'est du sable, mais le paysage était magnifique. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de positiver et puis regarder le paysage. Au kilomètre 27, et son ravitaillement, tu as des problèmes qui sont toujours persistants, il n'y a pas vraiment d'amélioration sur tes pieds et sur tes ampoules. Ce ravito, c'est aussi l'occasion de faire une chouette rencontre avec deux coureuses et c'est aussi pour toi l'occasion de sortir un peu de ta bulle solitaire du début de course. Donc c'est un moment que tu apprécies. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? Ouais, parce que j'ai toujours été tout seul sur ces premiers kilomètres, jusqu'au 27e kilomètre, tout seul par la personne. Et puis là, je vois une fille, Delphine, qui me dit tu t'appelles pas Vincent, tu viens pas de Chartres? Je dis bah si. Ah bah on est de Chartres aussi, tout. Ah super, salut, ça va? Donc tout de suite, tu te rattaches à quelque chose, tu te dis bon bah je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Elle connaissait tes vidéos? Elle t'avait déjà fait? Oui, elle connaissait mes vidéos. Et donc, je me dis, ah, génial. Et puis, je portais un t-shirt. Je fais partie de l'association Ruban Bleu. Et je portais un t-shirt, là, des Flamants Roses de Chartres, pour la lutte contre le cancer. Et je portais un t-shirt aussi. Donc, c'est peut-être comme ça aussi qu'elles m'ont reconnu. Et je me dis, mais c'est super. Donc, on a parlé ensemble et ça m'a fait du bien. Tu repars ensuite et tu connais un premier coup de mou, un peu après le kilomètre 30. Est-ce que tu as la tête qui converge à ce moment-là? Est-ce que tu commences à te poser des premières questions en disant, OK, est-ce que je me suis pas lancé dans un défi trop compliqué ou voilà, à calculer encore qu'il te reste 70 km à faire? Est-ce que là, tu as le cerveau qui part un peu dans tous les sens ou tu arrives à reprendre assez vite le contrôle et à être serein? Ouais, j'ai eu ce moment où ça... pourquoi? Parce que peut-être que le soleil commençait à baisser. J'étais tout seul, toujours tout seul. Donc au 30e kilomètre à peu près, j'étais tout seul parce que les filles, je crois qu'elles étaient derrière. Ouais, elles étaient derrière. Devant, je voyais personne. On est dans des sous-bois. Et puis l'euphorie passée, en fin de compte, on se dit que bon, on pense à rien, on essaie d'avancer. J'étais toujours sur mon 10-5 et je me dis, toi, j'ai chaud. J'ai pas spécialement, j'ai pas mal aux jambes, au corps, mais c'est plutôt mentalement. Plutôt mentalement, je me dis, il y a eu un moment, j'ai dû me dire, il reste encore 70 bornes à faire. C'est ça qui m'a un peu chamboulé. Et puis j'arrivais pas à voir mes enfants, ma femme au téléphone parce qu'ils étaient sur la route, ça captait pas tout. Donc j'ai vraiment eu un moment de flottement. Ouais, c'est ça. Donc se profile devant toi le ravito du 42e kilomètre qui va être à quelques centaines de mètres un peu avant ce ravito. Ça va être l'objet de réjouissantes retrouvailles avec ta famille. Donc que tu finalement arrives par surprise parce que tu n'avais pas réussi à les joindre. C'est ce que tu nous as raconté. Ouais. 42 km, c'est assez symbolique aussi puisque c'est proche de la distance la plus longue que tu as courue jusqu'alors. Donc ça te donne un coup de boost, j'imagine, de retrouver les tiens à ce moment-là sans que tu t'y attendes vraiment. Bah oui, c'est ça. Alors, on avait fait un plan au départ. Normalement, il devait me rejoindre à ce niveau-là.
à ce niveau-là, mais on ne sait jamais vraiment s'il y a des places de parking, s'il y a des choses, si on peut se mettre. Donc, j'ai dû savoir 1 kilomètre avant qu'ils étaient arrivés et qu'ils étaient juste avant le ravito. Donc ça, c'était... enfin, j'allais voir du monde. Enfin, j'allais pouvoir parler avec ma femme, mes enfants. C'était juste beau, quoi. Donc, quand je suis arrivé à ce niveau-là, ils étaient là. Ma fille, elle avait ramassé des fleurs, des brins d'herbe, des brindilles, tout. Puis quand je suis arrivé, elle m'a tout balancé sur moi, tout. J'arrivais, c'est comme si j'étais arrivé, quoi. C'était super. Mes enfants étaient là, ils m'applaudissaient, ils couraient. Ma femme était là aussi. Je me suis tout de suite, le moral est revenu, mais il est revenu à fond, quoi. Toi, j'étais vraiment bien, moi. Est-ce que ça te donne pas aussi une espèce de devoir et une forme de responsabilité aussi, encore plus qui pourrait éventuellement te mettre un peu de pression, de te dire, OK, maintenant qu'ils sont là, je peux pas les décevoir non plus et je me dois encore plus d'aller au bout. Ouais. Une pression, peut-être pas, mais un devoir de me dire, parce que je le fais pour moi aussi, et puis je sais que eux ne vont pas me juger. Voilà, déjà, ce que je fais, ils me le disent. Déjà, ils me disent que c'est super ce que tu fais. Mes enfants, papa, tu fais des trucs incroyables, c'est super. C'est surtout pour eux que je fais tout ça. Et donc, non, c'était un devoir et j'étais obligé. Je me disais, mais je suis obligé d'aller au bout maintenant. Je suis obligé. Ils sont venus de Chartres. Ils vont passer toute la nuit dans la voiture à faire, pas mon assistance, mais presque, à venir me voir, m'encourager. Je suis obligé d'aller au bout, quoi. Ce que ça veut dire aussi, leur présence désormais, c'est que tu vas avoir plein de passages où tu peux te dire que si tu as des rendez-vous réguliers, que ces moments solitaires, ils vont plus vraiment exister parce qu'ils vont pouvoir surgir un peu n'importe où et à plusieurs moments et qui vont accompagner finalement les grandes étapes et les grands chapitres de cette aventure. Voilà, c'est ça, c'est me dire qu'ils vont être là, ou je ne sais pas trop, parce que voilà, comme il y a des routes un peu partout, il y a des chemins un peu partout, bref, ils avaient la trace GPX, mais c'est de se dire, je vais les voir. Ça va me pousser quand même à chaque fois de me dire, tiens, peut-être au détour du chemin, ils sont là, peut-être ils vont être là, peut-être ils vont être là, donc ça me fait avancer, je suis super heureux de ça. Et en fin de compte, je me dis, je fais la course avec eux. Et ils font aussi partie de cette course. Il y a une anecdote qui est sympathique sur ce ravitaillement où tu fais en sorte finalement d'écarter la concurrence parce que c'est ça, en fait, tu es vraiment prêt à tout pour gagner des places au classement. Ouais. Tu peux nous raconter? Oui, donc je vois mes enfants, donc tout va bien, ça y est, le moral est là, c'est revenu, j'arrive au ravito, je suis super heureux. Je me dis, bon, allez, je m'assieds, j'enlève mon sac et je vais prendre mon ravito. Même, je me dis assez vite pour pouvoir les revoir un peu plus loin. Perdre le moins de temps possible parce que je suis bien au niveau barrière horaire, tout ça. Et là, je revois les deux filles, Véronique et Delphine, elles arrivent, tout va se mettre à côté de moi, Véro à côté de moi. Je lui dis à Véro, ça va, tout, ça se passe bien. Alors, elle me dit, elle répond à moitié, quoi. Et puis je lui dis, c'est pas... on a déjà fait un marathon, on a encore un marathon à faire et un semi. Et comme ça, après, on arrive au bout. Et là, je la vois tomber dans les pommes. Ça lui a pas plu. Non, ça lui a pas plu. Elle est tombée, alors c'est peut-être pas moi, mais elle est tombée dans les pommes. Et quelqu'un, voilà, complètement inconscient à côté de toi, tombe, tout de suite la sécurité vient, tout, il met les pieds en l'air, tout. J'ai fait oh là 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 là. Donc tout de suite j'ai écourté et puis je suis reparti, quoi. Comme ça je me suis dit. Mais tu sais si elle a pu repartir? Non, elle n'est pas repartie. D'accord, fin de course. Voilà, ouais. Donc Delphine a fini toute seule. D'accord. Voilà. Après ce ravito, c'est l'arrivée de la nuit. Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes ou que que tu attends plutôt avec plaisir? J'aime bien la nuit, moi. Je cours la nuit. Le bal des lumières? Ouais, j'ai pas de... Non, je cours la nuit, l'hiver, j'aime bien partir la nuit. Partir la nuit, à 19h, courir. Je cours toujours avec ma frontale. J'aime bien ce moment d'être tout seul dans la nuit avec la frontale. Non, c'est peut-être un peu plus dangereux au niveau des chevilles, parce qu'on est quand même sur des chemins côtiers. Donc il y a pas mal de racines, mais la nuit, j'adore ça. T'as l'esprit qui se libère aussi? Est-ce que tu pars dans... Ouais. Non, je pense à rien la nuit. Non, j'aime bien courir la nuit. Faire du vélo la nuit aussi. Voilà, j'aime bien être tout seul comme ça. Puis c'est un peu épique aussi, quoi. Courir la nuit, c'est... Au kilomètre 45, il y a encore un chouette moment d'émotion qui se profile, puisqu'il y a eu ta famille que tu as retrouvée un petit peu plus tôt, mais ils n'étaient pas tout à fait venus seuls. Non, je le savais pas. En fin de compte, j'arrive au kilomètre 45. Bon, Émilien, mon fils, vient à ma rencontre. On doit faire 300-400 mètres ensemble. Il me dit, maman, elle est là, juste là, donc comme ça, tu vas pouvoir les voir. Ah, super, donc on court ensemble, on arrive, et là, je vois ma femme, je vois ma fille, je vois Gabriel, donc Émilien était avec moi.
Et là, je vois d'autres personnes qui sont là. Je dis, bon, peut-être que c'est un public pour d'autres coureurs. Et en m'approchant, je fais, mais non, c'est pas possible. Et en fin de compte, c'était mon pote Maxime qui était là. Maxime, c'est un gars de Chartres que j'ai connu il y a peut-être un an avant. Et il était là, quoi. Il a fait Chartres-Vannes pour venir me supporter, me faire une surprise pour mon premier ultra, quoi. Et c'était super émouvant parce qu'il était là, Maxime, il y avait sa femme, Céline, et les 2 enfants. Toi, ils sont venus à 4, quoi. Ils sont venus à 4 avec leur voiture. Ils sont venus pour me supporter. Je me dis, mais comment on fait pour venir pourquoi on vient me supporter, en fin de compte? Pourquoi on vient m'aider? Pourquoi on vient m'aider à faire cette course-là? Qu'est-ce que j'ai de si particulier pour qu'on fasse autant de routes pour venir me supporter, quoi? Toi, pour venir m'encourager, quoi. C'était un truc... non, bah tout de suite, pof, allez, je tombe en larmes. Parce que moi, je pleure assez facilement. Donc non, c'est super beau, super beau. Au 50e kilomètre, donc quelques kilomètres après ce moment d'émotion dont tu viens de nous parler, il y a une situation qui est un peu inhabituelle pour toi, mais tu commences à reprendre des coureurs. Oui. C'est un sentiment de satisfaction. J'imagine que ça crée une espèce de cercle vertueux qui fait que tu te sens globalement bien puisque tu reprends des coureurs. Et donc, le fait que tu reprennes des coureurs t'aide à aller mieux et à te donner confiance. Une sensation que je n'avais jamais eue, que je connaissais pas en fin de compte, de rattraper du monde, de doubler du monde et de voir qu'il y en avait qui étaient moins bien que moi. Physiquement, ça allait pas. Et donc, tu es en pleine nuit, comme je disais, voilà, tu as ta frontale, tu vois les frontales au bout. Et puis, en peu de temps, tu les rattrapes. Alors que je suis à une allure assez tranquille aussi, hein, toujours mon 10-5, je suis bien. Et de me dire que je rattrape du monde, mais c'est un sentiment de... je me dis, mais ça m'est jamais arrivé, quoi. Ça m'est jamais arrivé, donc c'est super, vive les ultras, quoi. Et non, c'est de voir de voir que je rattrape. Pourtant, je fais pas ça pour la course, hein. Comme j'ai dit, c'est pas du tout mon but, hein, que je finisse dernier, avant-dernier ou en TP-nultième. Franchement, j'ai pas de souci avec ça. Mais de me dire que voilà, je rattrape du monde et que je suis bien, en fin de compte, physiquement, je suis bien parce que j'ai vu ma femme, mes enfants, j'ai vu Maxime, donc tout va bien, tout est au beau fixe. Et tu fais une belle rencontre sensiblement à ce moment-là aussi, Oui. aux environs du kilomètre 50. Ouais, ça va changer et influer très directement sur le reste de ta course. Ouais. J'arrive sur un groupe, ils sont 3, 2 personnes avec des bâtons et un jeune, Jérémy, et je le rencontre. On parcourt peut-être 1 ou 2 kilomètres ensemble avec ce groupe-là. Et puis moi, comme je les avais rattrapés, je me suis dit, je vais rester un peu avec eux, quoi, histoire d'éviter de faire la course aussi toujours tout seul. Donc je me dis, je vais rester avec eux, je vais voir, ça se trouve, ils vont un tout petit peu moins vite que moi, mais c'est pas grave, on est encore loin des barrières, je vais pouvoir être avec du monde et au moins parler. Et puis je m'aperçois qu'ils avancent pas. Et puis je vois, et on est devant avec Jérémy, puis je vois que Jérémy, lui, il avance bien. On parle, on commence à sympathiser, et puis je lui dis à un moment, bon Jérémy, tu fais ce que tu veux, mais moi je peux pas rester avec eux, quoi. Parce que ça va pas assez vite. Moi, j'étais sur un bon rythme, mais là, je m'aperçois que je ralentis. Donc, c'est pas possible. Je dis, si tu veux, on y va ensemble. Et puis, tant pis pour les autres. En fin de compte, ils vont le voir tout de suite, hein, qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et puis, si tu veux, on fait ça ensemble. Et puis, Jérémy m'a dit, oui, on y va. Et là, on a fait toute la moitié de course ensemble. Est-ce que tu dis à ce moment-là, déjà, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller au bout, puisque toi, tu as intrinsèquement, physiquement, ton corps va bien, ouais. Tu as un contexte qui est quand même très favorable, en tout cas, tu as réuni ces conditions-là autour de toi. Ouais. Est-ce que tu te dis déjà que tout devrait bien se passer, ou est-ce que tu t'interdis de penser ça alors qu'il reste encore quasiment la moitié de la course? Non, je m'interdis de penser qu'il reste encore 50 bornes à courir, mais je me dis, on va au bout. Pour moi, de toute façon, il n'y avait pas de... Tout le monde était là. Ma femme, Maxime, là j'ai rencontré Jérémy, c'était on va au bout. Voilà, on va au bout. Et puis les tonnes de messages que je recevais sur mon téléphone, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je les lisais. Et donc je me dis, mais je vais au bout. Je vais au bout, c'est pas possible. Et il n'y avait aucun questionnement là-dessus, c'était je vais au bout. Je vois pas pourquoi, je n'irai pas, quoi. Après avoir continué de remonter un certain nombre de coureurs, tu arrives au ravito des kilomètres 70 avec ton fidèle comité d'accueil. C'est un temps de changement de tenue aussi pour toi, qui révèle des pieds qui sont pas dans un très bon état. Le verdict est sans appel. En tout cas, c'est Maxime, je crois, qui jette un coup d'œil là-dessus et qui te dit qu'une pause médicale s'impose, que la barrière horaire en plus t'autorise à pouvoir avoir je sais pas si c'est un luxe, mais en tout cas
que c'est quand même préférable que tu passes par la case médecin. T'hésites pas un instant? Non, 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 j'hésite pas. Il me dit, voilà, on arrive au ravito, tout est prêt. Je te dis, il me prépare mon sac, tout, il me vide mon sac, il me remplace mon sac, il me nettoie les jambes avec sa potion magique, tout. On est à ravito, il y a toute la famille qui est là et puis je sentais que j'avais mal sous les pieds, mais je faisais abstraction de la douleur en fin de compte. Je le sentais, mais bon, j'y pensais pas spécialement. Et, et donc Maxime, il me dit, non, non, là, tu as du temps. Vas-y, parce que ça va être, il y a un moment, ça va t'arrêter, en fin de compte, ces ampoules. Donc j'y suis allé, donc grand moment de rigolade, parce que j'étais bien. J'avais mal sous les pieds, mais physiquement, j'étais bien, mentalement, j'étais bien, moralement, j'étais bien. Et grand moment de rigolade quand j'arrive c'est des lits militaires, on s'allonge, et puis ils sont là en train de, de gérer tes ampoules, parce que tu vois les gars à côté, les mecs, ils sont en train d'hurler, parce qu'on leur perce leurs ampoules. C'est... il y en a un, il est sur le ventre, l'autre il est sur le dos, et puis ils mordent leurs doigts parce que ça fait horriblement mal. Et puis Maxime, il est là, mon pote, et puis bah tout de suite, voilà, si j'avais été tout seul, peut-être que j'aurais hurlé, mais là, on rigolait, quoi, on rigolait de la situation. Toi, j'étais là, allongé, ça me faisait du bien d'être allongé aussi. Donc, toi, j'ai été allongé une petite demi-heure, et ils m'ont fait mes ampoules, ils m'ont géré toutes mes ampoules. Une fois les ampoules réglées, en tout cas ce sujet-là traité, on va dire, Ouais. c'est l'heure de repartir. Et donc là, c'est la bonne surprise de constater que les conditions météo se sont dégradées, Oui. avec pas mal de pluie et un orage qui a éclaté à ce moment-là. Est-ce que ça te préoccupe? Non, pas du tout. T'es imperméable à ça? Oui, la pluie, ça me dérange pas. Je vais courir sous la pluie. Je cours dans la pluie, dans la neige. Non, c'est le vent me gêne. 4 saisons, Vincent. Ouais, c'est le vent. Le vent peut me gêner. Parce que toi, j'habite dans la Beauce, donc il y a beaucoup de vent. Mais sinon, non, la pluie. Et puis, je me dis, on est là aussi pour en chier. Donc, c'est. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Voilà, c'est ça. Et au moins, ça me va faire des bons souvenirs aussi, quoi. Tu continues ton petit bonhomme de chemin toujours avec Jérémy. Le jour se lève aux environs du 80e kilomètre, qui est un moment de plénitude en dépit des conditions qui sont pas toujours optimales. Il n'y a pas de lassitude, il y a encore la capacité à s'émerveiller. Oui, parce que la nuit, on entend la mer, on la voit pas. On entend la mer, on voit des lumières un peu, par exemple, de l'autre côté, parce que comme on est dans un golfe, on peut voir ce qui se passe en face. Et on voit des petites lumières, des choses comme ça. On voit la lune qui se reflète dans la mer. Mais on voit pas vraiment, on a du mal à voir la mer. Et puis dès que le jour se lève, on commence à... Il y a cette humidité qui arrive, il y a cette brume, il y a cette ambiance qui est juste incroyable. Le matin, je sais pas si tu es du matin ou pas, mais le matin, Je suis du matin. Déjà en campagne, c'est super beau, mais en bord de mer, et puis on entend la mer et on voit les pêcheurs arriver. Et c'était juste... t'es là, tu t'es pris 2h30 de pluie, t'es avec ton sac, tu t'en peux plus parce que t'es quand même fatigué. Et puis t'as ça qui te... on m'avait toujours dit que sur un ultra, en fin de compte, la nuit, ça peut être pénible, mais le lever du jour, c'est juste, ça fait du bien, ça remonte le moral, en fin de compte. Donc le moral n'avait jamais été bas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais bien, en fin de compte. Je me dis, mais c'est bon, le jour arrive, on approche de l'arrivée, quoi. Le 90e kilomètre marque un nouveau et dernier chapitre de la course. Et c'est notamment le moment de la séparation avec ton fidèle compagnon de route. C'est un moment serein. Vous vous dites vos routes se séparent parce que vos formes divergent un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est super serein. C'était normal. Et parce qu'on vit sa course pour soi-même. On ne vit pas la course pour les autres avec qui on court. On essaie d'aller au bout. Et Jérémy était vraiment en forme. Je pense l'avoir bien aidé sur sa gestion de course du 50e au 90e kilomètre. Je pense l'avoir bien aidé. S'il était resté avec les deux d'avant, il y aurait eu un truc, il aurait peut-être abandonné ou peut-être il n'était pas non plus... voilà, je sais pas. Après, on peut pas refaire l'histoire, mais je pense l'avoir bien aidé au niveau de la gestion de course, de pas s'enflammer, à partir trop vite par moment, à bien gérer, parce que moi, de toute façon, c'était mon plan de course, c'était comme ça, c'était pas autrement. Donc, il l'a accepté. Et voilà, on a passé super moment, on s'est raconté plein de choses. Et arrive le 90e kilomètre, où là, je commence vraiment à avoir mal aux pieds, aux ampoules. Et puis lui, ça va, je le vois courir, je le vois bien, il sautille, tout.
ces petites marches à descendre, ces 3-4 marches à descendre, à remonter. Il n'y a que ça à la fin. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et lui, je le voyais bien. Je lui dis, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais il voulait pas, en fin de compte. Il voulait rester avec moi pour peut-être me remercier de la nuit qu'on avait passée ensemble. Voilà, donc je lui ai dit, non, vas-y. Puis au bout d'un moment, il a compris qu'il fallait y aller. Ces 10 derniers kilomètres, ils ont été marqués par beaucoup de souffrance. Là, autant tu as bien encaissé sur la course jusqu'alors, mais là, c'est un moment où ça devient quand même difficile. Voilà, comment est-ce que se concluent ces 10 derniers kilomètres et puis notamment les tout derniers où tu as le plaisir de retrouver les tiens qui viennent te rejoindre pour les derniers moments de course. Très, très difficile les 10 derniers kilomètres. Déjà, il n'y a plus grand monde. Donc, je ne me fais pas doubler, mais je double plus personne. Donc tu es tout seul, tu sais qu'il y a encore pas mal de monde derrière, et puis ce côté, c'est les criques, ça tourne, tu es toujours en train de revenir, pas sur tes pas, mais tu longes les plages, tu longes la côte, donc t'avances pas, et puis j'avais mal partout, j'avais mal sous les pieds, donc je marchais sur les côtés de pied pour éviter d'appuyer sur mes ampoules. Je commençais à avoir mal à la hanche, puisque je marchais bizarrement, donc j'avais la hanche qui commençait à se coincer, et puis t'en peux plus, mais paradoxalement, je savais que j'allais aller au bout. J'avançais plus, mais j'allais aller au bout. Donc j'ai pris mon mal en patience. Et puis je me suis dit, de toute façon, t'avances, et puis on verra quand tu y seras, quoi. Tu y vas, tu avances. Et j'ai beaucoup pensé à mes enfants, à ma femme, parce que je veux leur montrer aussi qu'il faut, tout n'arrive pas comme ça, qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Et voilà, je voulais que mes enfants aussi aient ça comme leçon, parce que c'est pas exactement ça. Je voulais que les enfants comprennent ce qui s'est passé aussi, même ils l'ont vu dans la vidéo, comprennent que c'est pas facile, mais il faut aller au bout. Quand on fait quelque chose, on va au bout. On est dans un club de sport, on n'arrête pas la moitié de l'année, quoi. On va au bout. Et après, on fait autre chose, mais quand on s'inscrit à quelque chose, on va au bout. C'était ça que je voulais faire passer à mes enfants. Ouais. Gabriel puis Emilien te rejoignent. Ouais. Ah ouais. Alors là c'est... Gabriel arrive, je ne sais plus combien, il doit rester peut-être 1 kilomètre. Bref, il arrive, donc là, je commence à entendre le speaker, on entend le speaker, et puis on arrive sur le canal qui arrive, en fin de compte, où il y a le port à Vannes, et là, une grande ligne droite, et là, je vois Gabriel arriver, super joyeux, content de me voir, et puis au moment où, moi, ça allait pas, quoi. C'est pas que ça allait pas, hein. J'avais mal partout, mais moralement, j'étais bien. Mais j'arrive et puis je le vois et je tombe en larmes dans ses bras. Donc il est quasiment aussi grand que moi, donc tu vois, tout de suite je m'accroche à lui, par le cou, et puis je pleure. Et lui, en fin de compte, en temps normal, je sais qu'il aurait pleuré, mais lui, en fin de compte, il a joué le rôle peut-être du père. Tu vois, il a joué le rôle non, lui il a pas pleuré, il m'a réconforté, et puis après on est reparti ensemble. Et donc ça allait mieux, je suis reparti, là, Emilien arrive, encore 200-300 mètres après, rebelote, je me remets à pleurer. Pareil, il me tient, il me dit, c'est bon papa, on va y aller, tout, c'est super ce que tu as fait. Et donc on finit ensemble, et puis on arrive au niveau du port de Vannes. Alors donc on arrive sur ce fameux U, où on arrive d'un côté, on passe dans la petite largeur, et puis après, ligne d'arrivée. Et là, il y a une vanne qui te fait pas trop rire pour le coup. Non, ça me fait pas rire. Parce que quand j'arrive en face, alors j'ai pas fait je suis pas sur le retour. Enfin, quand je suis pas sur la ligne d'arrivée, je suis de l'autre côté du port. Je vois l'arche en train de se dégonfler. Je vois l'arche en train de tomber, et on a les photos. Hein. Donc je vois l'arche en train de tomber, et je me dis c'est pas possible. Ils vont quand même pas dégonfler l'arche, parce que ça me rappelle une course où j'étais arrivé dernier, ils avaient tout dégonflé. Ils avaient tout enlevé, moi j'étais tout seul. J'étais arrivé, il n'y avait pas d'arche, il n'y avait rien du tout. Et ça m'a rappelé cette course. Je me suis dit, mais ils vont quand même pas me faire ça. J'arrive, j'en ai chié quand même, quoi, toi. J'arrive, ils vont quand même pas me dégonfler cette arche. Et en fin de compte, c'est qu'il y a eu un problème électrique, et après c'est revenu, quoi. Mais c'est vrai, quand j'ai vu ça, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, mais c'est... Non. Moi, je vais aller te leur gonfler l'arche, mais j'ai intérêt qu'il y ait l'arche à l'arrivée, quoi. C'est pas possible. Voilà.
Tu boucles cet ultramarin après 18h55 d'effort, soit 1h05 avant la barrière horaire. Oui. Tu es submergé par une intense et légitime émotion à ton arrivée. Qu'est-ce que tu te dis alors? C'est quoi les sentiments qui prennent le dessus à ce moment-là? Alors, juste avant l'arrivée, donc juste au niveau après l'arche, j'étais tellement bien mentalement, physiquement, bon, ça passait, hein, donc en fin de compte, physiquement, j'y pensais même plus. J'avais mal, mais j'y pensais même plus, parce que le bonheur était tellement présent que j'avais pas envie de finir. J'aurais aimé que la course, je dis ça, fasse, je sais pas, 10 kilomètres de plus, parce que j'étais dans un bonheur. J'étais au fond de moi, j'étais heureux. C'était quelque chose d'être là, d'avoir fait tout ça, d'avoir les enfants sont venus, Maxime est venu, il faisait beau, d'avoir eu la pluie, d'avoir rencontré Jérémy. Donc j'étais bien. J'étais dans une plénitude, mais quelque chose. Tu vivais un espèce de condensé en fait de ce que tu venais de vivre, C'est c'est ça. ça? J'avais pas envie de finir. Et c'est ce que j'avais eu sur la directissime aussi, où à la fin j'étais vraiment dans un bonheur vraiment, vraiment super, quoi. Et donc. Ça te prend juste à la toute fin, ces moments-là? C'est Ouais, vraiment... ça me prend dans les. Juste avant d'arriver sur la dernière ligne droite. Tu vois, puis t'as tout le monde, t'as les gens, les badauds qui sont là, qui vont chercher leur pain, qui t'applaudissent, tout, qui sont là, bravo, bravo. J'ai mes 2 enfants avec moi, toi, Emilia, Gabriel, tout. Tu fais, mais c'est génial, mais. Non, Bon, après, faut quand même, il y a un moment, il y a une fin, quoi, mais faut y aller, mais. Parce qu'après, il y a une barrière horaire, mais ouais, c'était vraiment super agréable. Et puis après, on arrive sur cette ligne d'arrivée où Rosalie est là, et donc on finit cette ligne d'arrivée tous les 4, avec mes 3 enfants, main dans la main, où tout le monde applaudit. Et là, je regarde, je vois mes enfants presque en larmes derrière. C'est super émouvant, c'est juste incroyable. Les gens qui t'applaudissent, que tu connais pas, ils t'applaudissent. Tout le monde applaudit, quoi. Là, le bar à côté, tout le monde, les gens applaudissent, et t'arrives, et je vois Maxime. Je vois Maxime juste au début du tapis rouge. Je vois Maxime qui est là, qui est en larmes. Donc, je dis, mais attends, mais pourquoi tu es en larmes, quoi? C'est quelque chose. Pourquoi tu es en larmes? Enfin, quand il était super ému, parce qu'il a vu la difficulté, il a vu aussi que j'en ai chié, il a vu que, voilà, quoi, il était là aussi, quoi. Donc, en larmes, donc on se fait une accolade. Je vois Céline, pas loin non plus d'être en larmes, les enfants aussi. Je vois ma femme, et je vois Jérémy qui est là. En fin de compte, Jérémy m'a mis 1h30 sur les derniers 10 kilomètres. Il est arrivé 1h30 avant, et le gars, il m'a a fait le choix de attendu, quoi. t'attendre, ouais. Il a fait le choix de m'attendre. Pourtant, c'était donné nos numéros de téléphone, tout ça. Il a fait le choix de m'attendre avec sa chérie Romane, et ils étaient là, quoi. Ils m'attendaient, et puis c'était un bonheur de fou, quoi, de dingue. Est-ce que ça aurait été possible d'arriver à Vannes sans la contribution de tout ce dont tu viens de parler? Ils y ont grandement contribué, Oui, en tout cas. beaucoup. Après, ouais, on essaie de... Je sais pas... Non, ça, c'est grâce à eux que cette expérience a été aussi formidable pour moi. J'en ai bavé, mais ils étaient là. Après, c'était moi qui étais sur le chemin, c'était moi qui cours, mais ils étaient là, quoi. Ils étaient là, ils ont toujours été là, et puis de voir leur sourire, voilà, leur visage, toujours des applaudissements. Parfois, c'est un peu comme le Tour de France, hein, ils attendaient 1 heure pour me voir passer. Moi, à la vitesse où je vais, ça Pour va, te quoi. jeter des brins d'herbe et des bouts de fleurs C'est ça, sur les visages. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont toujours été là pour m'applaudir quand ça allait pas en pleine nuit, parce qu'il y a il y a aussi des moments où parfois ça va pas. Tu les appelles et tu sens qu'ils dorment, mais ils te répondent, ils te répondent sans problème. Donc non, c'est heureusement qu'ils étaient là, ouais. J'ai une petite surprise pour toi, Oui. justement, puisqu'on est en train de parler des tiens. Voilà, je vais te faire écouter un petit message que j'ai et qui t'est destiné. Ah bon? Coucou papa! Jamais je n'aurais cru, il y a 3 ans, que tu allais courir une aussi grosse distance alors que tu galérais déjà à aller au château d'eau à 2 kilomètres. Mais, 3 ans plus tard, tu as surpris tout le monde en finissant l'ultramarin. Tu ne peux pas savoir l'énorme fierté que j'ai pu avoir quand je t'ai vu franchir la ligne d'arrivée. C'est incroyable ce que tu as fait ce jour-là. Je suis vraiment fier de toi. C'est tellement fort de faire ce que tu fais. Et puis tu sais, l'important c'est de participer. Et ça fait de toi le seul youtubeur de France qui met en lumière les Fairfield. Fairfield France, le roi des Fairfield de France. Je suis tellement fier de toi, papa. T'as un mental incroyable et c'est ce que tu m'as prouvé durant cette course. Ça a été un moment magique à vivre et je suis tellement fier de t'avoir accompagné, soutenu et encouragé toute la nuit. Donc un énorme merci à toi de nous avoir fait vivre ce moment incroyable.
Je sais que Gabi, Lily et maman pensent exactement pareil que moi. Je t'admire énormément pour avoir fini cette course, ainsi que toutes les autres. Quelle que soit la course que tu vas faire, je te soutiendrai toujours, quel que soit le défi que tu fais. On t'aime, papa. Je t'aime, papa. C'est donc ton fils Emilien. Ouais, ouais, ouais. Tu vas me On faire sent pleurer là. bah oui, non mais Ouais, il est à l'initiative de ouais. cette émission Bah oui. et puis son témoignage, voilà, Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement ouais. de fierté et d'admiration. Je trouve Mm, que c'est mm. extrêmement touchant. Alors, il y aurait pu avoir tes autres enfants, mais je crois que ils sont un peu punis de téléphone et que voilà, pour en tout cas. Oui, oui, c'est pour ça que je te disais, ouais, je suis Ok. papa, mais je suis pas copain. Et ouais, quand faut punir, on punit, quoi. Mais Ah, voilà, donc il s'est ah, fait le porte-voix, je pense, de toute la famille, merci, de tous ceux merci qui mon étaient là. fils. Ouais, merci. Merci beaucoup, Ouais. Emilien. Ouais. Qu'est-ce que cette course, elle a changé pour toi aujourd'hui? J'imagine que tu as un niveau de confiance qui est décuplé et qui est inarrêtable aujourd'hui. Oui, maintenant, depuis que j'ai fait cet ultra, en fin de compte, je me dis que j'ai ma place dans un peloton, dans un groupe de course. Avant, si je voyais des coureurs qui arrivaient en face de moi, je changeais de trottoir. Et maintenant, pas du tout. Et je mets souvent même. C'est eux qui changent de Ouais, trottoir. c'est ça. Ouais. Et je mets même mon maillot finisher ultramarin 100 km. Et là, Laissez passer. ouais, et là, je bombe le torse. Et oui, les gars, oui, moi aussi, je sais courir, quoi. Bah, je sais courir. Moi aussi, je peux faire des choses comme ça. Non, et ça m'a beaucoup aidé aussi je pense, pour mon métier. Ce que je veux dire, c'est que il y a bien sûr dans ta vie sportive, mais aussi dans Oui. ta confiance en toi, Oui. plus globale et l'estime de toi. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant, je m'excuse moins. Et je vais au bout, je m'excuse moins. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, quoi. Parce qu'avant, je pouvais être du genre à ne rien dire et puis à laisser passer. Et non, maintenant, je pense être fier de moi, ouais. Je suis fier de moi et puis tellement heureux, quoi. Quelle est l'image que tu emportes avec toi de cet ultramarin, s'il y en avait qu'une? Ouais, l'arrivée avec les enfants. Oui, il y en a une, c'est l'arrivée avec les enfants. Bien au chaud dans le cœur. Ouais, c'est ça. Et ouais, l'arrivée. Et puis peut-être une image qu'on n'a pas vue sur la GoPro parce que je l'ai pas. C'était juste après l'ultramarin, juste après l'arrivée. Donc il nous donne un petit ravitaillement. On mange, on est bien. Il y a du monde, il y a Maxime, il y a tout ça, on est là. Et puis à un moment, ça va être le moment d'aller dans la chambre d'hôtel, la chambre Airbnb. J'étais à 100 mètres. Hein, et j'ai pas pu y aller à pied. Je me lève, donc Emilien et ma femme, ils vont chercher la voiture. Et je me lève, impossible de marcher. Impossible. Donc c'est Gabriel, je me suis tenu à Gabriel. C'est Gabriel qui m'a emmené, mais presque j'étais sur son dos. Il m'a emmené à un endroit où la voiture pouvait arriver. Et là, il y a deux grands-pères de l'organisation de l'ultramarin qui étaient là pour le parking, pas VIP, mais pour le parking, je pense des journalistes, des choses comme ça, juste auprès. C'est là ma femme devait venir me récupérer en voiture. Et les grands-pères, voyant que j'étais pas bien du tout, ils me disent mon garçon, vous voulez vous mettre dans notre fauteuil? Et donc, ils avaient un fauteuil, c'est les fauteuils de plage incurvés un peu. Donc, ah ouais, super. C'est le coup à jamais se relever, ça. Bah oui, donc je me mets dans le fauteuil. J'étais bien, j'étais dans mon fauteuil, je pouvais faire ma sieste là. Hein, c'était, et ma femme arrive. Impossible de me relever. Mon fils essaie de me lever, mais impossible, parce que 105 kilos quand même. Bon, je devais peser moins, là, quand même, parce que j'ai pas mal sué, j'ai pas mal transpiré. Et c'est les deux papis et mon fils qui m'ont aidé. Les deux papis m'ont un bras, chacun m'ont pris un bras. Mon fils m'a sous les épaules et ils m'ont relevé du fauteuil, parce que j'y arrivais plus, quoi. C'était ça. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une image, c'est les bienfaits du sport, quoi. Et de la solidarité. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cet ultramarin, Vincent. On va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as déjà un peu les idées claires sur ce qui t'attend en 2022 et peut-être même en 2023? Est-ce qu'il y a déjà des grands rendez-vous sportifs à ton agenda? Alors, 2022, pour l'instant, il n'y a aucun événement sportif parce que j'ai un petit problème de santé. J'ai un problème, j'ai vu un cardiologue parce que je faisais de l'hypertension. Donc, j'ai pas le droit de faire de compétition. J'ai un problème d'aorte, donc j'ai une légère dilatation de l'aorte, donc je ne dois pas courir, je ne dois pas faire de fractionner des choses à haute intensité. Donc j'ai pas de certificat médical.
je dois encore perdre du poids. Donc il m'a dit, si tu arrives à descendre à 95, on refera un certificat médical. Parce que si je descends à 95, ça veut dire que mon aorte va moins tirer. Ça veut dire que je vais faire moins d'hypertension. Donc je vais pouvoir refaire de la compétition. On va dire, mon nouvel ultra, c'est ça. C'est cette ambition, cette volonté de perdre encore du poids. C'est très bien, hein. Dans un sens, c'est pas plus mal. Mais donc voilà. Donc là, Ça va demander un peu de discipline pendant les prochains mois. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir repartir, parce que j'ai qu'une envie, c'était, je m'étais inscrit pour le 177. D'accord. Enfin, j'étais inscrit pour le 175 de 2022, et puis bon, bah voilà. Toujours cette tendance à doubler les distances. Oui, je me dis, si ça passe, on peut doubler, quoi. À plus long terme, est-ce qu'il y a un projet ou un défi qui pourrait te donner envie? Je pense notamment à des projets familiaux. Tu parlais avec tes garçons et ta fille, différentes formes d'accomplissement ensemble. Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves, un Graal absolu? Non, non, dans la course, pas spécialement, parce que non, non, pas dans la course, dans la vie. J'ai quand même énormément de chance d'avoir cette famille, parce qu'ils sont là pour m'aider, pour me motiver pour plein de choses. Et non, j'ai pas spécialement peut-être avoir encore plus de spectacles. Tu vois, Ouais. c'est Non, mais voilà, c'est professionnellement, ouais, ça me, ouais, c'est ça. question classique pour conclure l'épisode. Ça n'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise que tu aimerais partager avec nous? Oui, ne lâche rien, fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Parce À l'image de que, ce que tu as toujours ouais, fait. parce que s'il fallait que tu écoutes les autres, tu ferais rien. Demande pas, trouve-toi tes amis. Avec tes amis, il n'y a aucun problème. Tu peux leur demander, mais ne te fie pas aux autres. Parce que les gens, beaucoup sont incapables de faire ce que tu sais, ce que tu peux déjà faire. Et ils ont même peur de ça. Et ils vont faire en sorte que tu aies peur de ton objectif. Tu vois, quand j'ai dit que je voulais faire le 100 km, ma femme est au courant. Voilà, mais c'est tout, quoi. Mes amis, et puis c'est tout. Je vais pas le dire aux autres, parce que les autres, ils vont me dire, mais c'est n'importe quoi, t'as jamais couru 50 km, pourquoi faire 100? Déjà, commence à faire 50, après fais un 60, après fais un 70, et puis non, fais ce que tu as envie de faire, et puis fonce. Donne-toi les moyens d'aller au bout et de réussir. Ouais. Et tu as réussi. Ouais. Merci beaucoup Vincent, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette course en terre bretonne qui a été particulièrement émouvante. Je suis très heureux que Course Épique puisse donner à entendre de si belles réalisations sportives comme l'a été la tienne à l'occasion de cet ultramarin en 2021. J'ai la profonde conviction que l'inspiration, elle peut venir certes des athlètes élites, mais tout autant, selon moi, des coureurs anonymes qui vivent avec cœur leur passion, qui se dépassent à leur échelle et puis qui se réalisent grâce à ce si beau et universel sport qu'est la course à pied. C'est vrai que la course à pied aussi permet ça à beaucoup et beaucoup d'accomplissements pour chacun. Merci donc Vincent pour ton précieux témoignage qui illustre à merveille la capacité de chacun à réaliser de grandes choses, à atteindre des objectifs et quand bien même ceux-ci pourraient paraître totalement inaccessibles jusqu'à ce qu'on se donne la chance de les réaliser. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'accomplissements pour la suite de tes aventures. J'espère que tu seras bientôt en forme pour réattaquer les courses auxquelles tu tiens tant. Je te souhaite aussi de continuer à profiter pleinement de ces beaux moments en famille avec les tiens que tu chéris et on comprend très bien pourquoi. Merci à toi. C'était vraiment un honneur d'être pas interviewé, mais voilà, de raconter cette histoire. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. C'était un très chouette moment. Merci. À bientôt Vincent. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.